l'impression aussi, avant de voir le programme et de voir que j'étais la seule qui était estampillée architecture urbaniste, je m'étais dit que j'avais été invitée ici en tant que représentante un peu de cette nouvelle vague d'architectes qui sont des bricoleurs, comme on en parlait ce matin, ou qui sont en fait des gens qui construisent pas forcément des immeubles et des maisons. J'ai donc une formation d'architecte et puis ensuite j'ai une thèse en sciences sociales et urbanisme, il me semble. Ce qui fait que, et en parallèle de ça, j'ai développé une pratique à la fois dans un côté plus activisme à travers un collectif et à la fois dans maintenant une SARL, donc une entreprise qui se fait payer ses heures par l'argent public, par exemple, ou des choses comme ça. Donc ces activités-là, elles sont seulement fraîches de quelques mois, quelques années pour les plus anciennes. J'ai donc aucune prétention à peut-être connaître l'entier des enjeux qu'on discute aujourd'hui. J'ai l'impression vraiment qu'il y a plein de choses que je ne sais pas. Par contre, j'ai fait ces allers-retours entre la pratique et puis la recherche. Et c'est ça qui a nourri du coup l'un et l'autre. Et puis c'est ça que je viens présenter aujourd'hui. Donc quand j'ai vu le titre du séminaire, les diagnostics territoriales, je me suis dit c'est quoi l'objectif d'un diagnostic? Comme ça, sans trop chercher, pour moi ça paraît être identifier ce qui va pas, mais aussi ce qui va, pour pouvoir, souvent dans la volonté de changer ensuite quelque chose dans le territoire. Et j'ai repris le mot territoire dans le titre de ma présentation, mais en fait... j'ai aucune idée non plus de ce que ça veut dire. Je pense que ça dépend. Ça peut être un projet, ça peut être les enjeux d'un périmètre ou les enjeux d'un ensemble de gens, je sais pas. Et du coup, comment je vais faire là, c'est que je vais en fait présenter à chaque fois des situations de ma pratique d'architecte urbaniste qui dialoguent avec les questions qu'on s'est posées, qui ont été présentées ce matin par Jayda. Donc la première question que je veux extraire, qui est capable de produire un diagnostic? Donc est-ce que c'est les professionnels de l'aménagement? Qui sont ces professionnels? De quel domaine? Donc justement la technique, la politique, je sais pas. Et quelles sont les compétences qu'on pourrait exiger de ces professionnels? C'est les questions qu'on a déjà un peu soulevées ce matin. Et ensuite, du coup, bien sûr, la question, je pense, je la lisais aussi avec un sous-entendu. Donc, est-ce que c'est aussi les habitants en tant qu'experts d'usage et les habitants, donc, comme on les intègre dans les démarches participatives, c'est-à-dire plutôt les résidents d'un espace, ou alors les habitants au sens plus large, comme tous les gens qui utilisent ou qui vivent, qui traversent un endroit. Et comment ces professionnels de l'aménagement et ces habitants au sens large, entrent en lien, c'est ça en fait l'approche que je vais présenter aujourd'hui. Alors, je vais partir sur une citation de quelqu'un qui est, je crois, designer industriel, donc on est carrément ailleurs, qui parle de prototypage, mais elle me paraissait bien introduire ma présentation. Testez tôt, échouez souvent, et vous réussirez plus vite. Donc l'idée c'est de revenir à l'échelle de l'aménagement de l'espace public et donc revenir à l'échelle du corps qui bouge dans l'espace pour nourrir ensuite le diagnostic territorial, donc pour revenir à des autres échelles. Alors d'où elle vient cette proposition? Elle vient de résultats de ma recherche de thèse où je me suis rendu compte avec tout un travail dans le domaine de la sociologie que les attentes des habitants dont on parle tout le temps dans les projets urbains, en fait, elles dépendent de plein de choses et elles fluctuent dans le temps. Donc, de dire les attentes, c'est ça me paraissait pas tellement possible en fait de travailler avec ça. Et notamment, je me suis rendu compte qu'elles sont situées, les attentes. Ça veut dire qu'en fait, elles émergent de l'interaction entre un individu et son environnement. Et donc, elles dépendent notamment de l'environnement. C'est-à-dire que si une personne, elle est dans un espace où elle voit plein de potentiel, elle va peut-être nourrir des attentes envers cet espace qui ne sont pas les mêmes que si elle trouve que c'est un endroit qui n'existe même pas à ses yeux, comme juste un lieu de passage auquel elle ne donne pas d'importance. Et donc du coup, il y a un enjeu à intégrer dans les projets d'aménagement, non seulement les attentes peut-être qui sont exprimées par ces experts de l'usage, mais aussi les attentes qui ne sont pas encore perçues par les usagers actuels ou qui sont des attentes du coup d'usagers du futur. Et donc moi, ce que je vous propose, c'est de voir comment on peut du coup faire émerger ces attentes latentes, donc celles qui sont pas perçues en fait, mais qui vont apparaître au fur et à mesure du temps forcément.
Et je pense que ça passe justement par proposer des nouveaux points de vue sur les lieux, donc d'inviter à regarder différemment un endroit qu'on n'a pas l'habitude de regarder parce que ça fait partie juste du banal pour nous. Et donc pour ça, en gros, c'est le titre de ma thèse, qui s'appelle l'urbanisme de l'entre-deux. Donc ce serait un urbanisme qui viserait en fait à mettre en lien les habitants et les professionnels de l'aménagement au sens large, du coup les intérêts individuels et puis l'intérêt peut-être collectif. Je dis pas que les habitants c'est que l'intérêt individuel. Et donc les habitants qui sont plus dans des problématiques du quotidien, donc dans le présent, et puis les professionnels d'aménagement qui sont toujours pour plus tard, à planifier l'avenir. Les habitants qui sont dans l'immédiat, ils ont un problème maintenant, et puis les professionnels qui disent « Ok, on va y répondre dans 15 ans, ça va être super mieux dans 15 ans ». Et du coup aussi, cet urbanisme qui se situe dans cet espace entre les deux, qui permettrait du coup de faire le lien entre ce qui paraît insurmontable pour les habitants et à la fois insignifiant pour les professionnels de l'aménagement, mais qui en fait font des fois la différence dans un projet urbain. C'est du style juste ouvrir une servitude de passage à un endroit, ça transforme toute l'image qu'on a du chemin entre son logement et puis son travail, et du coup on va pas y aller avec le même mode de transport. C'est des toutes petites choses qui paraissent complètement insignifiantes vues depuis le pilier de l'Arche de la Défense ici, mais qui en fait qui ont aussi un sens à être intégrés dans les projets urbains. Et donc l'enjeu c'est de mettre tous les acteurs en lien, de créer du débat, je pense qu'on en a déjà parlé ce matin, et puis du coup à partir de ce débat d'avoir des clés pour produire des projets qui soient plus justes, dans le sens plus adapté au contexte. Alors de là, il y a des autres questions qui paraissent en lien avec ce que je propose. C'est comment dépasser les dissymétries de capacité entre acteurs. Quelles sont les méthodes et les techniques empiriques pour collecter les pratiques et les attentes de tous les types d'habitants. Je pense que les dissymétries entre acteurs, elles ne sont pas forcément dépassables. Enfin, même au sein d'un groupe d'habitants, il y a des dissymétries, je pense. Mais par contre, il peut être possible d'imaginer, être capable de donner de la place à chacun. Et ça me paraît être possible en agissant dans l'espace public, parce que c'est l'endroit qui concerne tout le monde, c'est l'endroit qui relie en fait tout le monde. C'est pas comme parler justement d'une parcelle privée sur laquelle il va y avoir un nouveau quartier. Et donc, modifier l'espace public et observer ce qui se passe, ça va permettre de créer de la matière à débattre. Et donc, du coup, on va commencer à parler de quelque chose. Et on va plus parler de manière générique, avec chacun son jargon, et chacun ses compétences ou pas à se projeter. Donc là, je montre juste un petit projet qui est en train d'être déployé en ce moment à Lausanne, qu'on a fait donc avec mon entreprise. Où c'est 80 cubes en bois qui peuvent s'imbriquer dans différents sens et qui peuvent être déployés, ça ressemble à ça, mais ils n'ont pas encore été déployés, ils sont en train de l'être actuellement depuis le 1er juin à cet endroit-là. Là, on voit juste une première utilisation, mais en gros, l'idée, c'est que c'est quelque chose de complètement générique, le cube, et ça appelle pas un imaginaire d'un mobilier ou d'autre chose, mais par contre, ça peut... comme on voit là, créer des gradins, créer des plots, des murets, des tables hautes, des tables basses, des tabourets, des jeux. Et en gros, l'idée, c'est de pouvoir ensuite, avec ce jeu de construction, le déployer dans un endroit sur lequel on a envie de commencer à réfléchir. Et donc, ça permet de communiquer sur le fait qu'on est en train maintenant de commencer à réfléchir sur cet endroit. Et puis, de pouvoir tous ensemble façonner l'espace, mais juste de manière éphémère pour transformer sa perception de cet espace. Alors après, il y a un deuxième point qui me paraissait intéressant pour justement répondre aux différentes questions. C'était construire éphémère et réversible. Donc c'est justement toute cette tendance de modifier l'espace public par les usages et sans modifier l'infrastructure. Là, je présente un projet où Petra Fernmenges, qui vient d'arriver de Belgique, a participé l'année passée, qui est à côté de Lausanne, où il y avait un endroit comme ça, justement, typiquement, quand on demandait aux habitants... Il y a 23 000 personnes qui empruntent cette gare tous les jours. La gare qui est donc le bâtiment juste là. Et pour personne, en fait, cet espace-là ne représentait une place, parce que c'est juste un lieu de passage et on n'y voyait aucun potentiel. Justement, les attentes, elles n'existaient pas vraiment.
Et par contre, après une semaine de workshop, justement, avec Petra et puis des étudiants, on a transformé en ça. Et d'un coup, ça a commencé à faire naître plein d'idées, plein d'envies, plein de possibilités pour cet endroit. Et ça permet, du coup, maintenant, un an après, d'aller vers un projet qui soit beaucoup plus audacieux que ce qui était prévu dans le projet à la base, et qui soit plus adapté au contexte, où on a moins peur d'aller vers des choses qu'on n'aurait pas forcément osé. Donc, le projet qui a été gagné en 2007, il y a simplement des petits bancs un peu partout. Et puis là, maintenant, ça montre qu'on peut peut-être imaginer avoir des choses multi-usages, travailler sur la hauteur, enfin, amener beaucoup plus de points. Et puis tout ça, ça se fait en habitant, dans le sens en étant sur place, toutes les transformations. Et donc, ça fait que ce qui est généré, c'est plutôt une prothèse de l'existant, plutôt qu'un corps étranger qui serait du coup rejeté par les habitants dont on a peur en tant que professionnel. Donc, c'est l'idée de dire qu'un même élément, en fait, un même élément matériel, selon la manière dont il est déployé ou dont il émerge, il va être reçu de manière complètement différente. Et je pense que c'est la même chose que ce dont parlait Laurent Mathès ce matin avec le plan, les gros catalogues, là, plan directeur. C'est le même plan directeur, mais selon comment il est présenté, eh ben, il n'est pas reçu pareil. Et je pense que ça, on ne peut pas être naïf là-dessus, et il faut qu'on assume ça, en fait. Donc, pour moi... Ça va dans le sens justement d'exiger la transparence, c'est-à-dire de clarifier les marges de manœuvre de chacun quand on fait une démarche de diagnostic, mais aussi une démarche justement de projet urbain, quelle que soit l'échelle. Et donc l'objectif quel est l'objectif du projet urbain? Quel est l'objectif de l'intégration de tous au projet? Est-ce qu'on a vraiment envie que tout le monde ait sa place? Quelle est l'implication des citoyens? Pourquoi on veut les impliquer? Et donc il y a après tout un tas de degrés de participation qui sont, donc d'outils à mettre en œuvre en fonction de ça. Puis pour ça, je peux vous présenter juste très rapidement un projet qui est aussi pas très loin de Lausanne, aussi près d'une gare, où en fait cet endroit va devenir une place piétonne dans 3 ans, ça on le sait. En l'occurrence, la municipalité ne connaissait pas le programme à mettre. Donc est-ce que ça devient un plateau polyvalent, est-ce que ça devient une forêt, un parc ils ne savaient pas. Et donc du coup, ils ont organisé, nous on a organisé en fait pour eux une journée où c'est devenu piéton déjà, comme ce sera dans le futur, et où on a proposé tout un tas de dispositifs pour commencer à se rendre compte en fait du potentiel de la place. Et même les personnes qui sont l'équipe d'urbanisme qui a développé le projet entre-temps ne se rendaient pas compte que c'est tellement grand, que en fait, c'est calme alors que c'est derrière une gare et une autoroute. Enfin, il y a plein de choses qui sont différentes quand on ressent l'espace avec son corps tel qu'il pourra être dans le futur. Et en fait, c'est de cette journée-là qu'a émergé un cahier des charges, et qui ensuite ont été à développer. Le cahier des charges a donné un avant-projet, et là c'est l'avant-projet qui a été présenté donc 1 an après, aussi au même endroit, et aussi dans une préfiguration d'une autre partie du projet qui va devenir une rue ludique, où du coup on a intégré les enfants de l'école. Ça c'est une école à côté avec les volets fermés au rez-de-chaussée là. Enfin, là, je trouve que la municipalité de cette commune, en fait, elle est vraiment en train d'être... là, vous les voyez, c'est la personne là qui est la chef de projet, il y a la chef de service, il y a le municipal en charge d'urbanisme, ils sont tous dans la rue, et ils sont tous là en train de discuter, et puis de recevoir les craintes, les peurs, les plaintes, et de discuter ensemble, d'expliquer, en fait, pourquoi le projet, il est tel quel. Et puis pour moi, en fait, c'est une manière d'arrêter d'infantiliser peut-être les habitants, et puis de considérer qu'ils peuvent comprendre la complexité des projets urbains, ils peuvent comprendre que les choses, elles sont comme ça, mais c'est pas juste scandaleux et pour les faire chier, mais que c'est issu de tout un tas de réflexions qui sont là en amont. Et donc du coup, c'est peut-être une manière pour tout le monde de mieux accepter les changements, en fait. Donc ça va plutôt aussi avec la question, est-ce que la recherche d'une démocratisation du processus doit être une valeur fondatrice ou seulement un aspect parmi d'autres? Donc de rétablir en fait la confiance entre les habitants et puis les professionnels, ça me paraît être une bonne entrée que d'être transparent en fait sur les intérêts de chacun, qu'il y a plein d'intérêts qui sont divergents, même au sein même du système, au sein d'une municipalité, il y a des envies et des autres, et on est tous capables de comprendre ça, je pense. Ensuite, il y a la question des conflits territoriaux. Est-ce qu'on peut faire ensemble en sorte que des nouveaux dispositifs permettent d'inventer des conciliations et des dépassements de ces conflits? Alors pour ça,
donc je vais vous présenter un autre projet qui a permis de dépasser les dualismes. C'est un endroit, c'est la ville de Lisieux en Normandie. Je ne sais pas si quelqu'un connaît. En gros, ça c'est le centre-ville de Lisieux, donc vraiment le cœur de ville. Il y a un parking de 500 places avec un projet depuis des années et des années de faire un multiplex ici. Et alors, il y a pour le multiplex ou contre le multiplex. Et alors, chacun dans la ville est positionné. Alors, il y a ceux qui sont pour le multiplex, mais contre son implantation place de la République. Enfin, il y a tout un tas de groupes Facebook qui vont en lien, où chacun se revendique et tout. Mais en gros, chacun est dans sa position. Et il n'y a pas du tout de débat sur quoi que ce soit d'autre. Et il ne se passe rien d'autre, du coup, dans cet endroit-là, pendant des années et des années et des années. Et donc là... l'idée avec l'urbanisme de l'entre-deux, c'est de dépasser les dualismes sans pour autant créer des nouvelles polarités en plus, parce qu'il y en a déjà assez. Et ça passe par des modifications légères de l'espace public qui vont ensuite permettre de désamorcer les positions antagonistes. C'est ce que disait Thibaut ce matin, c'est peut-être que dans l'action, on se retrouve finalement. Et je pense qu'il y a l'idée de décentrer le débat. Finalement, le débat, c'est pas forcément pour ou contre le multiplex, mais c'est qu'est-ce qu'on peut faire déjà maintenant, ici. Donc là, c'est une action où on a juste voulu matérialiser un flux piéton qui est existant en pleine diagonale du parking, mais qui n'est pas visible et qui du coup n'apparaît pas comme... Il n'y a pas du tout de place pour les piétons à cet endroit-là. Donc c'est tout bête, mais pendant que les gens sont en train de peindre une galerie, de transformer le sol en galerie d'art, ils sont en même temps en train de se dire ah ouais, c'est vrai qu'il y a plein de gens qui marchent là, etc. Et puis l'un dans l'autre, maintenant il y a un passage piéton en plein milieu de cette diagonale, enfin il y a un banc de part et d'autre parce qu'on se rendait compte qu'il y avait plein de personnes âgées qui avaient du mal à traverser là. Le fait de rendre visible des choses qui sont déjà présentes, ça permet de discuter d'autres choses et puis d'être déjà en train de modifier le lieu et déjà en train de répondre à tous ces principes du développement durable, partage l'espace public et tout ça. Là c'est la même chose pour une rue qui a été transformée, donc ça c'est avant et après, mais on a une école sur le côté, on a une école maternelle derrière, on a 2 maisons de retraite encore juste à côté. Et tout le monde nous disait non mais ça sert à rien de faire ça, de toute façon il n'y a jamais personne ici. Il n'y a pas de commerce, il n'y a pas de lieu culturel, donc de toute façon ça sert à rien. Et en fait c'est pour dire que des fois en transformant l'endroit, on se rend compte que ça a du sens. C'est le jour de l'inauguration quand monsieur le maire fait son discours et qu'on n'entend même pas parler parce qu'il y a trop d'enfants qui sont en train de jouer et de crier partout. Ces enfants, ils étaient où avant, on ne sait pas, mais en tout cas, maintenant, ils sont là. Et personne n'aurait été convaincu qu'ils seraient là, jusqu'à ce qu'on le fasse. Donc, il y a peut-être un enjeu, des fois, à faire les modifications et à transformer. Et puis, un dernier point, qui est en lien avec, peut-être, quand les temporalités de l'analyse et du projet, et de la décision, et de la mise en œuvre ne coïncident pas, comment faire ?